Bonjour Marie Villemain, vous êtes responsable du service des records et archives de l'Organisation mondiale de la santé, une agence spécialisée de l'Organisation des Nations Unies pour la santé publique créée en 1948. Nous sommes aujourd'hui mardi 11 juin 2024 et nous nous trouvons à Genève, siège de l'Organisation mondiale de la santé. Nous explorerons ensemble les spécificités du métier d'archiviste au sein d'une organisation internationale à travers votre expertise. Pour commencer, Marie Villemain, pourriez-vous nous donner en quelques mots une description de votre rôle actuel? Alors, merci Maria. Donc, mon rôle actuel, il consiste essentiellement à m'assurer que nous capturons et préservons les documents essentiels produits ou reçus par l'Organisation mondiale de la santé. Documents pouvant être sous forme numérique comme sous forme papier. Donc ça, ce sont les grandes lignes, mais après, dans la pratique, c'est, je dirais, un peu moins évident à appliquer. Donc, à part ça, mon poste est également de gérer une équipe composée de 16 personnes et de consultants également spécialisés dans certains domaines du métier, comme de la préservation digitale, de certaines bases de données, etc. Donc l'équipe en gros est partagée, si vous voulez, en deux pôles. Donc j'ai l'équipe purement de records management, qui s'occupe des documents courants, entrants et sortants. Elle est composée de 4 personnes. Et j'ai une équipe d'assistants archivistes qui est, elle, chapeautée par un autre archiviste qui s'occupe essentiellement de la préservation des documents papier et électroniques et de leur mise à disposition pour les chercheurs. Donc, mon poste actuel, je travaille pas mal par rapport aux différentes expertises d'archives et de records, mais je passe énormément de temps également à gérer l'administratif d'une équipe, notamment au niveau des ressources humaines, au niveau des contrats, etc. Très bien, mais alors comment décriviez-vous votre métier à quelqu'un qui ne le connaît pas? Alors, si je devais le décrire rapidement, vraiment rapidement, j'essaye du mieux que je peux avec mes équipes de capturer ce qui est produit aujourd'hui, de décider ce que l'OMS produit ou reçoit, qu'est-ce qui doit être préservé à des fins historiques, à des fins juridiques, pour pouvoir ensuite, dans 20, 30, 40 ans, que le futur archiviste ou le futur responsable de records et archives de l'OMS ait les documents à disposition pour les chercheurs, par exemple, qui viendront. Je pourrais vous donner l'exemple du Covid-19, de la Covid-19. Dans 20 ans, quand ces archives seront ouvertes au public, ils seront certainement très heureux de voir qu'on a pu garder, préserver le papier, l'électronique, et qu'ils pourront en fait commencer à effectuer des recherches par rapport à ce sujet. Donc j'essaie de me projeter dans le futur, tout en regardant ce qui se passe aujourd'hui, l'actualité, et puis de prendre les bonnes décisions par rapport à, voilà, qu'est-ce qu'on va garder, qu'est-ce qu'on va garder moins longtemps, comment est-ce qu'on va appliquer les calendriers de conservation, et d'avoir, je dirais, un sens pratique et une vision, parce que des fois vous avez la théorie, si on vous dit de garder tel ou tel document 5-10 ans, je pense que c'est très important de prendre un peu de temps, un petit peu de recul, et de le remettre dans le contexte de l'histoire ou même le contexte de l'actualité. Et maintenant, si on se penche sur vos responsabilités quotidiennes, quelles sont les activités fondamentales qui occupent votre emploi du temps en tant que responsable du service au sein de cette organisation internationale? Alors, comme je vous l'ai dit auparavant, je passe pas mal de temps à gérer l'administratif. On a quand même pas mal de contrats en cours pour des nouveaux systèmes qu'on achète, pour du matériel d'archives, pour des consultants, pour certains experts qu'on fait venir pour travailler sur des projets. Donc je dirais que le temps, les tâches administratives me prennent quand même pas mal de temps.
Je dois également guider mes équipes, mais pour ça, comme je vous l'ai dit, j'ai un archiviste, un Electronic Records Manager et également un autre archiviste qui s'occupe des photos. Donc, je passe pas mal de temps à discuter des approches, du travail à faire, de la vision du service et à le reporter à ma hiérarchie. Donc oui, l'OMS, c'est une entreprise, enfin pardon, une organisation assez hiérarchisée, mais je passe pas mal de temps justement à écouter mes équipes et puis à les guider le mieux que je peux. Après, au niveau des activités, c'est clair que pendant des années, j'ai effectué des tâches purement archivistiques, comme la mise en boîte, la description, les mots-clés, la classification, la préservation, la rétention. Aujourd'hui, je me retrouve un peu de l'autre côté où voilà, justement, j'essaie de guider mes équipes le mieux qu'on peut, le mieux que je peux, et puis je dirais que j'essaie d'avoir une vision un peu plus globale de toutes les tâches du métier. Donc mes activités, voilà, c'est l'équipe, les projets, reportés à la hiérarchie, et puis également beaucoup de promotion de notre service au sein, si vous voulez, d'organes décisionnels au sein de l'OMS, au niveau de bureaux régionaux, au niveau de pays, on essaie d'aider énormément, même en tant que crise, par exemple pendant le Covid ou maintenant ce qui se passe avec l'Ukraine. On essaie de mobiliser des ressources pour les aider dans des tâches quotidiennes qui ont justement à faire avec la capture de l'information et l'accès à l'information principalement. Pourriez-vous maintenant, Marie Villemain, partager avec nous 2 ou 3 défis majeurs auxquels vous avez été confrontée dans l'exercice de votre métier, dans un environnement, comme vous venez de le décrire, complexe, mais aussi très varié? Alors j'ai plusieurs choses qui me viennent à l'esprit, mais peut-être un grand défi, je dirais. En 2018-2019, on savait que le bâtiment principal du siège de l'OMS à Genève allait être fermé pour être complètement rénové. Et puis on m'a demandé de participer, souvent comme on est perçu, à son nettoyage. Donc j'ai essayé d'expliquer que c'était pas vraiment du nettoyage, mais qu'il y avait de l'évaluation derrière. Donc on a essayé de faire évoluer nos outils d'évaluation pour pouvoir se focaliser plus vers l'électronique, moins vers le papier, parce qu'on savait pertinemment que les gens imprimaient énormément de documents qui étaient déjà gardés dans des systèmes, qu'on gérait des systèmes électroniques. Donc on a travaillé avec le bureau juridique pour essayer de diminuer le papier, faire en sorte que certains documents électroniques, si préservés dans un système spécifique, pouvaient être considérés comme originaux, etc. Donc on a préparé tout ça. Et puis, début 2020, on allait commencer le projet d'évaluation. Voilà pas que le Covid est arrivé. Donc on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Mais en fait, on a pris ça comme une opportunité parce qu'il n'y avait plus personne dans le bâtiment. Donc on a réussi à avoir les autorisations pour nous-mêmes, avec une équipe sur place, à évaluer nous-mêmes en fait, tous les documents que les gens avaient gardés, aussi bien dans leur bureau qu'en dehors de leur bureau. Donc on a essayé justement de faire en sorte que cette terrible épidémie de Covid, on a essayé d'en prendre aussi des avantages en disant ok, il n'y avait personne, et on a pu justement vider, trouver quelques trésors, on a pu compléter nos collections, il y avait pas mal de documents de collections manquantes aux archives, il nous manquait certaines années, etc. Et grâce à cet exercice, on a pu effectivement, je pense, sauver de nombreuses archives qui peut-être auraient été mises à la poubelle ou sans qu'on ait aucun contrôle. En termes de mètres linéaires, là, je vous parle de beaucoup de 5 km de documents qu'on a pu évaluer grâce à nos outils. Donc ça a été, je pense, un grand défi. Et puis, comme tout le monde aussi, l'épidémie de Covid a été un défi par rapport à comment est-ce qu'on capture des documents qui arrivent papier. Donc, je pense qu'on a aussi tourné ce défi du Covid vers une opportunité en essayant de sensibiliser justement le personnel de l'OMS à l'importance de la préservation également électronique des documents. Donc ça nous a en même temps forcé à nous sortir quelque peu de notre zone de confort, à toujours dire « Ah non, mais moi je prends quand du papier, qu'un document comme ci ou comme ça ». Et ça nous a forcé à aller plus loin
pour essayer de trouver des nouvelles solutions d'archivage, notamment avec les outils de Teams, de SharePoint, etc. Donc je pense que là, on a été obligé de sortir de notre zone de confort pour aller voir plus loin et puis essayer de trouver des solutions pour la capture de documents qui, au préalable, on les recevait papier et après, plutôt par email ou par d'autres moyens. Merci. Y a-t-il maintenant quelque chose d'important que vous pensez essentiel de communiquer concernant votre travail ou le domaine des archives ou du records management en général? Alors, je pense, par rapport à... Je peux de nouveau vous redonner les documents reçus ou envoyés pendant l'épidémie de la Covid. Je pense que en tant qu'archiviste ou records manager, on a des règles, on a des règlements, on a des calendriers de conservation, on a des politiques d'acquisition, on a plein d'outils, puis on essaie toujours de les appliquer parfaitement. Mais je pense qu'il faut garder l'esprit ouvert, il ne faut pas se précipiter. Des fois, il faut réfléchir un peu plus loin avant d'appliquer, par exemple, une durée de conservation de 5, 10 ans, 2 ans sur tel ou tel document. Si je vous prends l'exemple de toute la correspondance papier qu'on a reçue pendant l'épidémie Covid, si je regarde mes calendriers de conservation, typiquement, ces documents reçus, ils tombent sous une catégorie de ce qu'on appelle en anglais, excusez-moi, pourtant c'est pour la francophonie, je n'ai pas le terme français qui arrive, mais unsolicited. C'est des documents sans grande valeur, c'est des gens qui écrivent pour se plaindre, c'est des gens qui écrivent à l'OMS pour envoyer des masques fabriqués avec des petits mouchoirs, c'est des gens qui écrivent à l'OMS pour expliquer comment est-ce qu'ils se sentent, c'est des gens qui écrivent à l'OMS pour donner des recommandations, j'ai des exemples de petites bouteilles de vinaigre envoyées, énormément de choses. Puis quand on recevait ça tous les jours, on se disait « Ah, ils sont fous les gens, mais qu'est-ce qu'ils écrivent et tout ». Et on a tout gardé ça dans des boîtes. Puis effectivement, au jour d'aujourd'hui, maintenant, si je me dis, OK, je vais appliquer la rétention là-dessus, je pourrais, mais vraiment techniquement, tout jeter à la poubelle. Mais avec la distance, ça fait maintenant 4 ans, on a pris un peu de distance, puis on a commencé à réfléchir autrement. Mes équipes qui me disaient, non mais Marie, on ne va pas garder ça, ça sert à quoi? Je dis, mais réfléchissez d'un autre point de vue, pas un point de vue scientifique, ni un point de vue patrimonial, mais je pense qu'il faut ajouter la notion plutôt sociologique dans la valeur des archives et ce fonds que j'appelle maintenant le fonds Covid-19, de la correspondance reçue par tous les individus, parce que tout le monde écrivait à l'OMS, a une valeur un peu comme vous avez pu voir en France avec ces fameuses lettres de doléances. Il y a aussi eu ça pendant les Gilets jaunes. Et je pense que les sociologues seront très contents de savoir que cette collection papier a été préservée avec ce que toute la population mondiale a pu envoyer à l'OMS. Et ça donne une bonne, je dirais, une image un peu figée dans le temps de quelques années, de comprendre comment est-ce que le monde se sentait pendant cette période. Donc, j'ai pris la décision exécutive, voilà, et j'en ai informé ma hiérarchie, ils ont trouvé l'approche très bien. Malgré le fait que j'aurais pu tout jeter, malgré le fait qu'une partie a été scannée, on a décidé de créer un fonds correspondance reçue pendant le Covid, avec un début et une fin, mais qu'on puisse montrer pour les générations futures, ou comme je vous disais, les historiens, les sociologues, de garder ça. Donc le message important, je pense qu'il y a la règle, on adore, nous les archivistes, avoir tout bien... est bien réglé, on a plein de règlements, on s'y fie, etc. Mais je pense qu'il faut des fois un peu réfléchir et essayer de regarder le monde dans lequel on vit et puis qu'est-ce qu'on pourrait apporter justement aux futurs chercheurs qui viendront consulter nos collections plus tard. Donc c'est un peu ce message-là que j'aimerais faire passer, de ne pas aller trop vite et de réfléchir. Et maintenant, pour conclure, Marie Villemain, quel message ou quel mot aimeriez-vous adresser à vos collègues archivistes francophones qui soient déjà engagés dans ce domaine ou aspirant à le devenir? Eh ben, le même message que je passerais pour n'importe quel archiviste ou records manager, je pense qu'il faut collaborer. On est des réseaux, on fonctionne beaucoup en réseau, entre archivistes, records managers, même bibliothécaires par exemple,
où il n'y a pas de... On partage entre nous beaucoup d'informations. Donc, construisez un réseau autour de vous, que vous soyez archiviste municipal, que vous soyez un archiviste d'État, ou etc. Ça, c'est très, très important parce qu'on apprend beaucoup de nos pratiques quotidiennes. Et puis, si je vais insister sur la partie francophonie, je pense qu'il faudrait vraiment une fois qu'on se penche, on l'a fait en Suisse pour un dictionnaire de terminologie entre la terminologie française et allemande. Peut-être qu'une fois, il faudrait qu'on aille un peu plus loin pour essayer de trouver des termes francophones, comme je vous ai prononcé plein de fois, le resource management. Voilà, qu'on essaie d'aller un peu plus loin au niveau de la terminologie francophone au lieu de toujours voilà, d'utiliser des termes anglophones dans nos présentations, comme je viens de le faire aujourd'hui. Merci beaucoup pour cet entretien, Marie Villemain, qui nous a permis aujourd'hui de comprendre, grâce à votre expertise, comment fonctionne le métier d'archiviste au sein d'une organisation internationale et plus particulièrement celle de la santé. Merci encore beaucoup pour cet entretien. Merci Maria, merci.